Il est 20h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Voici tout de suite les titres de cette principale édition. Plus qu'une dizaine de jours avant la célébration de la Tabaski au Sénégal. Pour faire le point sur les préparatifs liés à la fête religieuse, une réunion interministérielle s'est tenue ce vendredi. D'après le ministre en charge de l'élevage, le marché national est bien approvisionné. Sur l'ensemble du territoire, plus de 200 000 moutons sont déjà répertoriés. Le centre de santé Philippe Maguilène Senghor inondé suite aux fortes pluies survenues ce vendredi matin. Les averses ont causé de nombreux dégâts matériels. L'appareil de radiographie est endommagé. À l'origine de ces inondations, un défaut de canalisation. Les détails, ce sera en début de journal. Crash de l'avion HS-125, 2 ans après l'accident. Le bureau d'enquête et d'analyse de la sécurité de l'aviation civile publie son rapport technique. D'après le document de 385 pages, l'appareil n'a respecté ni son niveau de vol ni sa trajectoire. Le 5 septembre 2015, l'avion médical s'est écrasé au large de Dakar. Il transportait 7 passagers. Ce vendredi, démarrage de l'Afrobasket 2017 à Bamako, au Mali. L'équipe féminine du Sénégal a frappé fort pour son premier match face à la Guinée. Une victoire sur le score de 105-39 et une bonne entrée en la matière pour les tenantes du titre qui s'annoncent comme favorites de cette édition. Retour sur le match dans la page des sports. Voilà pour les titres de cette édition. Restez avec nous, le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à vous tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Préparation de la fête de la Tabaski. Pour faire le point sur les préparatifs, une réunion interministérielle de suivi s'est tenue ce vendredi. D'après le ministre en charge de l'élevage, le marché est correctement approvisionné. À une dizaine de jours de la fête religieuse, plus de 200 000 moutons ont déjà été répertoriés. Les détails avec Fatou Bintou Conté et Ababakar Kamara. Le marché est bien approvisionné en moutons et le sera dans les prochains jours aussi. L'annonce est du ministre de l'élevage Aminata Mbengue Ndiaye après la réunion interministérielle qui s'est tenue ce vendredi pour la préparation de la fête de Tabaski. Au niveau des 121 marchés hebdomadaires que nous avons pu suivre et des marchés quotidiens, nous avons vu qu'il y avait un cumul de 202 moutons, 202 334 têtes de moutons, dont 128 au niveau des marchés hebdomadaires et 73 000 au niveau des marchés quotidiens et des points de vente donc, répartis sur le territoire. Concernant la région de Dakar, on a enregistré un cumul de 52 000 moutons. Le ministre de l'élevage rassure qu'il n'y a pas de quoi s'alarmer, surtout dans la région de Dakar, où les éleveurs arrivent dans cette localité 10 jours avant la Tabaski. La grande affluence en général, c'est 10 jours avant la Tabaski. Parce que comme vous le savez, depuis 5 ans, la Tabaski tombe sur la période d'hivernage. Et pendant l'hivernage, les gens préfèrent rester. Même avant ça, ils ne voulaient pas venir à Dakar pour acheter l'aliment, pour acheter le foin, pour également acheter de l'eau. Parce que tant qu'il n'y a pas les facilités qui sont mises en place avec l'arrêté de monsieur le Premier ministre, les gens ne se pressent pas pour arriver à Dakar. S'agissant des importations de moutons, près de 134 089 têtes sont attendues dans les prochains jours. Aujourd'hui, au 16 août, le 16 août, on a dénombré au total 134 000 têtes, dont 105 000 en provenance du Mali et de la Mauritanie via Kidira. La seule difficulté notée à ce jour, ce sont les entrées timides dans les régions du sud, où les moutons sont attendus à ce jour. La capitale touchée par de fortes averses ce vendredi matin. Au centre de santé Philippe Maguilène Senghor, la pluie a causé de nombreux dégâts matériels. Suite à un défaut de canalisation, la structure hospitalière n'a pas échappé aux inondations. L'appareil de radiographie a été endommagé. On fait le point avec Alassane et Diafaraba. Arrêt de service, le bloc administratif inondé. Tout le monde s'y met pour nettoyer. La radiographie endommagée et d'autres dégâts notés. L'échographie, on a un problème parce que la radiographie, l'échographie et quelques matériels sont dédommagés. Donc je pense que c'est endommagé plutôt, donc qui fait presque une valeur de 35 à 40 millions. C'est la 3e fois cette année que les travailleurs de ce centre de santé vivent cette situation. Pour cette année, on est inondé presque 2 à 3 fois. Donc je pense qu'on a eu tellement d'ennuis. Même la nuit, on ne dort pas, on est stressé. Je pense que c'est le moment que les autorités administratives, les autorités coutumières
tous les leaderships du pays viennent mettre la main dans la pâte pour quand même nous soulager. Parce que nous sommes dans un problème. Les inondations nous posent beaucoup de problèmes. Le maire de la commune d'arrondissement de Yoff avait posé la première pierre pour quand même pour la canalisation. Mais il s'est trouvé que c'était tout juste l'approche de l'hivernage. Je pense qu'il nous a dit qu'il va démarrer les travaux bientôt. On attend, oui. Les autorités averties depuis, aucune réaction. Toutes les autorités administratives concernées ont eu une lettre pour les notifier quand même que nous sommes dans un problème. Le ministère est au courant, oui, ils sont avisés. Est-ce qu'ils ont fait le déplacement pour venir constater justement la situation? Oui, et le médecin-chef de la région médicale de Dakar est venu, le docteur Maguette quand même, elle a fait un tour avec nous. Elle aussi, elle a partagé cette douleur avec nous. Découragés, désemparés, ils appellent à l'aide de bonne volonté. À Saint-Louis, l'avancée de la mer continue. Une partie du mur de protection érigé pour faire face à ce phénomène naturel a cédé. Le quartier de Santhiaba est désormais sous la menace des eaux. Certains riverains ont préféré quitter leur quartier pour vivre dans d'autres localités. À Saint-Louis, les populations réclament l'accélération des travaux du mur annoncés par le chef de l'État. Direction Saint-Louis avec nos correspondants Ousseynou Diop et Biradiagne. À Saint-Louis, dans le quartier de Santhiaba, la mer avance à grands pas. Depuis quelques jours, les populations de la langue de Barbarie ne dorment plus à cause des vagues. Elles sont agressées de toutes parts par la mer. Le mur de protection d'une profondeur de 7 mètres, construit depuis le temps des colons, commence à céder. Les populations de la langue de Barbarie et plus précisément de Santhiaba ne dorment plus. Elles sont agressées de toutes parts par la mer qui avance à pas de géant vers les habitations. Si le mur cède complètement, nous sommes plus protégés. Vous avez vu le danger à Santhiaba. Le mur a complètement cédé. Les maisons menacent de s'écrouler avec de grandes fissures. Nous sommes confrontés à un danger permanent. Nous demandons l'aide des autorités. Les populations demandent aussi le soutien de l'État du Sénégal. Le mur a cédé ici dans le quartier de Santhiaba. Nous voulons que l'État réagisse le plus rapidement possible. Les populations doivent être déplacées. C'est mieux de rester ici. Aujourd'hui, Nartout est abandonné par ses habitants. Seules quelques vieilles dames sont restées dans les maisons. Elles réclament le démarrage immédiat des travaux du mur de protection pour éviter la disparition du quartier de Santhiaba. Le mur ne tient plus. Nous, ce que nous voulons, c'est des habitations pour se reposer. Le mur a cédé et c'est un danger pour toutes les populations. Ils avaient annoncé le démarrage du mur de protection, mais nous, on n'a rien vu. Nous sommes aujourd'hui entre les mains des autorités. Il faut qu'elles réagissent. À Santhiaba, les populations ont lancé un SOS pour le quartier de Nartout avant qu'il ne disparaisse de la carte du Sénégal. Je vous le disais en titre, crash de l'avion HS-125. 2 ans après le drame, le Bureau d'enquête et d'analyse de la sécurité de l'aviation civile a publié son rapport technique. D'après ce document de 385 pages, l'appareil n'a pas respecté son niveau de vol et n'a pas respecté non plus sa trajectoire. Le Bureau d'enquête et d'analyse de la sécurité de l'aviation civile précise que la conclusion du rapport est purement technique et ne constitue pas une preuve judiciaire. On fait le point avec Chertidiane Dion et Mohamed Sodian. Un rapport de 385 pages qui passe à la loupe l'abordage entre l'avion HS-125-700 et le Boeing 737-800 du 5 septembre 2015 au large de Dakar à 18h12 précises. Les premières hypothèses révèlent que l'avion de Sénégal Air n'avait ni respecté son niveau de vol ni de couverture radar. Autant de dysfonctionnements notés. Mais en tout cas, cet avion est parti rejoindre l'autre niveau de vol. L'inspection, l'enquêteur du BIA France était fait et cet avion s'est retrouvé en train de revoler dans certaines situations. Ça, vous trouverez dans les faits établis, dans le rapport donc, final, dans les faits établis, comme il y en a beaucoup, vous trouverez tous ces détails-là là-dedans.
D'après les experts, le choc n'a duré qu'une seconde. Bilan 7 victimes, le winglet du Boeing 737-800 endommagé. Conséquence, l'équipage de la compagnie équato-guinéenne suspend l'étape de Cotonou. Seiba a eu un winglet qui a été endommagé. Et puis, visite du général de division Meissa Niang au commandant de la gendarmerie nationale à ses troupes de la MONUSCO. Il invite ses hommes à rehausser l'image du Sénégal en montrant une image exemplaire et en étant de dignes ambassadeurs de leur pays. À certains qui s'étaient fait remarquer de manière peu souhaitable, le patron de la gendarmerie promet qu'il restera intransigeant et que les fautifs seront punis à la hauteur de leurs fautes. Voilà une information de la division de la communication de la gendarmerie nationale. On passe à la politique à présent. Plainte contre l'État du Sénégal suite à l'organisation des élections législatives. La coalition Assemblée Bignou Begue soutient le mouvement Y'en a marre, ainsi que les actions qui seront menées par l'opposition. Pour Cheikh Tidiane Dièye et ses camarades, l'État doit prendre ses responsabilités et respecter ses engagements. Désormais, il s'agit selon eux de fédérer les forces de l'opposition. Alassane et Diafaraba. Les leçons sont tirées après le scrutin du 30 juillet. À l'avenir, des stratégies seront trouvées. Objectif, fédérer toutes les forces. Nous avons même entendu des gens dire que l'opposition aurait dû faire plus et mieux pour rester ensemble et aller à l'élection sous une seule bannière. Et nous pensons que cet apprentissage-là, cette leçon bien apprise et bien comprise, permettra prochainement de plus facilement fédérer les forces. Assemblée Bignou Begue soutient la plainte de Y'en a marre et compagnie contre l'État du Sénégal et toute autre action que mène l'opposition. Évidemment, nous soutenons n'importe quelle action de l'opposition fondée sur des règles de droit, fondée respectant la Constitution sénégalaise et le droit, qui a pour mission ou objectif d'amener l'État à respecter ses obligations, à l'intérieur comme à l'international. Bien entendu, de ce point de vue, nous soutenons aussi toute initiative de l'opposition, y compris ce qu'elle compte faire à l'international, aussi longtemps que cela restera dans les périmètres du droit. Dernière action en tant que coalition, mais début de notre aventure, il compte poursuivre le combat. La confiance des Sénégalais, elle viendra progressivement. Je l'ai dit déjà, ils sont formatés certains. Il y a une conscience citoyenne émergente qui est maintenant relativement forte et qui a donné naissance à 2 alternances. Mais il y a aussi beaucoup de travail à faire. Nous investirons plus sur le terrain. Nous serons plus présents. Et notre projet sera présent, Inch'Allah, à toute élection qui sera devant nous, qu'elle soit présidentielle, locale, législative, aussi longtemps. Parce que c'est à ces différentes élections que nous allons entretenir notre plante qui continuera de germer. Évidemment, est-ce qu'on sera avec le pouvoir ou l'opposition? On verra le moment venu. Très sûrement pas avec le pouvoir. 2977 voix obtenues au total. Cheikh Tidiane Dièye et compagnie ne découragent pas. Ils espèrent un jour obtenir gain de cause. On reste avec les élections législatives du 30 juillet 2017. Aïda Mbodj déclare que l'opposition a manqué de vigilance. La tête de liste de la coalition Ansahal Liguey appelle à combattre le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo. Elle n'exclut pas de soutenir un second groupe parlementaire. Pour cela, elle invite l'opposition à faire bloc. Je vous propose d'écouter Aïda Mbodj. Ses propos sont recueillis par Maïmouna Ndiaye. C'est connu, c'est des manœuvres politiciennes. La preuve, les instigateurs n'en parlent plus parce que c'est des bandits tapés dans l'ombre, des manœuvriers qui ont la lâcheté de poignarder une personne dans le dos. Donc je demande à l'opposition de faire face, surtout l'opposition parlementaire. L'opposition parlementaire peut faire face à Abdoulaye Daouda Diallo parce que ce qui s'est passé l'année dernière, c'est inacceptable. Au moment où il criait partout que voilà, c'est un ministre de l'Intérieur partisan, il ne peut pas être juge et parti, il ne peut pas organiser des élections, on n'a qu'à trouver un autre ministre pour les élections. Au même moment, on vote son budget et ceux-là qui criaient, surtout les 3 que Abdoulaye Daouda Diallo n'est pas le bon ministre de l'Intérieur, demeurent absents.
Et je vous le disais, le général de division Meïssa Niango, commandant de la gendarmerie nationale, a rendu visite à ses troupes de la MONUSCO. Je vous propose d'écouter le commandant. Ses propos sont recueillis par la division de la communication de la gendarmerie nationale. Comportement indigne de cette militaire ne doit pas pousser les autorités onusiennes à rapatrier nos deux contingents. Heureusement donc que vous êtes encore là. Je tenais à dire particulièrement aux auteurs de ces faits que nous serons impitoyables. Et c'est valable pour tout le monde. C'est valable pour vos camarades qui vont venir. La politique de tolérance zéro est onusienne, mais le Sénégal se l'a appropriée. Quand vous venez là pour 12 mois, 13 mois, vous devez vous abstenir de ces comportements-là. En tout cas, les sanctions exemplaires seront prises et les intéressés se portent préjudice eux-mêmes parce qu'ils seront exclus toute leur carrière des missions onusiennes. Voilà le général de division Meïssa Niango, commandant de la gendarmerie, qui s'adressait à ses troupes de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. Les travailleurs du SAMU municipal en conférence de presse ce vendredi. Après 2 mois sans salaire, ils interpellent les autorités. Leur syndicat est affilié à la Fédération générale des travailleurs du Sénégal. Retour sur cette conférence de presse avec Aïssatou Paye et Diafaraba. Récurrence des retards de salaire, 2 mois d'arriérés de paiement. Le syndicat unique et démocratique des travailleurs municipaux grogne. Nous sommes là, on n'a même pas de salaire. Et il est sûr qu'on n'aura pas de salaire. Nous considérons qu'on a 2 mois de retard. Et cela a déjà été un avertissement parce que ce mois c'est un mois spécial. Hein? Je ne vous le dis pas, tout si vous pensez à vos moutons. Maintenant, ces centres-là, rien n'entre ici. Ces centres vivotent. Nous ne vivons que de nos recettes. Aucun appui. Et c'est ça la communalisation intégrale. Là, de toutes ces revendications, le délégué du personnel exige plus de respect pour les travailleurs municipaux. À nos camarades, à nos autres camarades, qu'il ne faut pas qu'ils se trompent. Le mal est là. Le verre est dans le fruit. Ce semblant de situation qui marche ne marche pas. Nous allons mobiliser les camarades pour leur dire que la bataille doit recommencer. Il faut que nous réclamons nos droits. Nous faisons nos devoirs. Nous ne sommes pas payés, mais on est là chaque matin. On est là chaque matin à traiter les malades. Donc, dire à nos camarades que le temps est venu, il faut qu'on se réveille. La page politique est tournée. Le SUDTM dénonce des retards de salaire récurrents et exhorte les autorités à respecter leurs engagements. Et autre conférence de presse ce vendredi, il s'agit cette fois de l'intersyndicale des dockers des ports du Sénégal. Après 4 mois sans salaire, ces travailleurs dénoncent la gestion du bureau d'embauche. Pour une meilleure prise en charge et de meilleures conditions de travail, ils demandent le soutien de l'État du Sénégal. C'est un reportage, il est signé Habib Faye et Modou Diop. Ils ont brandi des brassards rouges pour fustiger la gestion qu'ils qualifient de nébuleuse dans le secteur portuaire au Sénégal. L'intersyndicale des dockers du port autonome de Dakar revendique 4 mois d'arriérés de paiement de salaire. Ça fait plus de 4 mois que nous n'avons pas perçu nos salaires. Il y a aussi les cotisations au niveau de l'IPEM. Le point 5, c'est tout autour de 4 mois de salaire. Nous avons 4 mois de salaire non payé. Pour une nette amélioration des conditions de travail, ils menacent d'aller en grève. Nous allons étudier les voies et moyens, quels sont les plans d'action que nous vont mener. Mais présentement, il faut retenir que nous avons marché d'ici peu de temps. Cependant, ils préconisent des solutions dans leur plan d'action pour parer à cette situation désastreuse. Il n'y a pas une gestion transparente au niveau du BMOP. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé aussi d'auditer. Nous interpellons aussi la direction du port parce qu'il y a des organes de contrôle à travers la commission de consultation et d'orientation qui devraient au moins statuer sur ce problème, mais il n'en a pas fait jusqu'à présent. L'intersyndicale des dockers demande au chef de l'État de leur venir en aide, mais il indexe les autorités du port qui sont, disent-ils, la cause de leurs problèmes.
Frontière sénégalo-mauritanienne, l'Union des routiers du Sénégal dénonce des conditions de vie, de travail difficiles une fois sur le sol mauritanien. D'après ces transporteurs, les autorités mauritaniennes leur imposent de nombreuses contraintes, dont l'obligation de s'arrêter dans la ville de Rosso. Des contraintes qui causeraient des dégâts, dont la perte de nombreux produits qui pourrissent dans leurs véhicules. Écoutons l'un des membres de l'Union nationale des routiers du Sénégal. Ces propos sont recueillis par notre correspondant Ousseynou Diop. Pour travailler, alors que nous, on ne laisse pas sortir ici à Rosso Mauritanie. Ça, c'est illégal. Deuxième chose, c'est le transport domestique intérieur qu'il fait au Sénégal, qu'il soit malien ou mauritanien. Donc, c'est ça ce que nous refusons aujourd'hui, au nom du syndicat de l'Union des routiers du Sénégal. C'est ça notre souci, c'est ça ce que nous déplorons. Même le cas de Maroc, les Marocains viennent traverser la Mauritanie pour rentrer au Sénégal. Ils prennent des marchandises ici en Mauritanie pour les faire rentrer parce qu'il n'y a pas de rupture. Mais pourquoi on ne laisse pas les véhicules sénégalais rentrer en Maroc? Hein? C'est ça ce que nous déplorons. Il faut que l'État nous soutienne. Nous sommes des transporteurs, nous avons des véhicules, on paye les taxes normales, convenablement. On demande au président de la République Macky Sall qu'il nous aide, qu'il nous soutienne. Au lieu de tolérance zéro, il nous soutienne. Il n'a qu'à revoir notre problème. C'est quoi? Les chauffeurs sont très mal payés. Il y a tellement de corruption sur la route. De Dakar à Rosso, tu prends 40 000 francs sur votre tableau de bord et tu ne peux pas arriver à Rosso. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Quand tu parles avec un gendarme, tu dis tu m'as offensé. Sur mon travail, je vais te condamner. Donc pourquoi? Les chauffeurs ne font pas partie des Sénégalais. À Ziguinchor, manifestation de plusieurs dizaines de conducteurs de moto Jakarta. Devant l'hôtel de ville, ils ont fait part de leurs revendications, dont le respect des engagements pris par la mairie. Face au directeur de la communication de la mairie, ils ont exigé la présence du maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé. C'est une correspondance, elle est signée Boubacar Diassi. Les Jakartamens de Ziguinchor battent le macadam. Voici l'essentiel de leurs revendications. C'est que la commune, avant de nous faire payer les 3 000 francs, ils nous ont promis plein de choses. Ils nous ont promis des gilets, des casques. Ils nous ont promis des tentes au cas où si ça pleut, on se met à l'abri. Ils nous ont aussi promis les tentes là aussi, s'il y a le soleil, on se met à l'abri. Vous voyez, ils nous ont promis aussi un mutuelle de santé au cas où on tombe malade ou par rapport aux accidents, ils peuvent nous prendre en charge, même si on doit payer la moitié. Rien n'a été fait. Et l'attente est trop longue. Arrivé à la mairie, exige d'être reçu par l'un des adjoints au maire. Il demande que le maire descende, que son adjoint, que son adjoint, que son adjoint. Je ne sais jusqu'à combien d'élus. Tous les gens qu'il demande ne sont pas actuellement ici. Je me présente à eux, je leur offre mes services en leur disant, mais déjà, moi j'ai besoin de savoir votre revendication. D'abord, le responsable ne voulait pas du tout me parler, il faut que le maire descende, mais si le maire n'est pas là, il ne peut pas descendre de là. Ces manifestants finissent par repartir sans remettre de mémorandum aux représentants de la mairie de Ziguinchor. La deuxième édition de la rencontre des évêques africains sur la charité se déroulera au Sénégal du 17 au 21 septembre prochain. L'événement va rassembler près de 200 invités et 2 délégations venues de toute l'Afrique. L'abbé Alphonse Seck, secrétaire général de Caritas en Afrique de l'Ouest, a tenu une conférence de presse ce vendredi. Il s'est également exprimé sur la situation des réfugiés en Sierra Leone. Je vous propose de l'écouter. Ses propos sont recueillis par Moussa Ngom et Ababakar Kamara. Là où ce type de rencontre se fait, naturellement, le pays qui reçoit est également sollicité à travers ses autorités. Peut-être que Monseigneur Bassène pourra y revenir, mais c'est dans ce cadre que les évêques du Sénégal ont sollicité de la part du président de la République en soutien à cette manifestation, dont le budget globalement, mais ça évolue compte tenu des éléments qui sont plus ou moins maîtrisés, dont le budget évolue dans sa totalité autour de 300 millions de francs CFA. Et pas plus tard qu'hier, j'ai adressé une lettre aux 15 Caritas de la zone et à Caritas Sierra Leone pour dire la compassion des Caritas de la zone d'Afrique de l'Ouest et demander à chacune de ces Caritas de voir, selon ses moyens, comment venir en aide à la Caritas de Sierra Leone pour qu'elle puisse faire face à la situation. Et ce matin, nous avons reçu en mail
du secrétariat régional de Caritas en Afrique qui demande aux Caritas de toute l'Afrique de faire un effort de solidarité vis-à-vis de la Sierra Leone et avec même un dossier venant de Sierra Leone avec une estimation des besoins qu'ils ont faite pour qu'ils puissent intervenir auprès des populations. Suite à la construction du COSEC, le Conseil sénégalais des chargeurs, à Kaffrine, les commerçants et opérateurs économiques réclament l'installation d'un tribunal régional pour récupérer leur registre de commerce et leur casier judiciaire. Ces travailleurs doivent parcourir plus de 60 km. Les détails, c'est avec notre correspondant Ibrahima Diamé. C'est un imposant bâtiment flambant neuf, entièrement équipé, qui sert désormais de siège pour la Chambre de commerce de Kaffrine. C'est l'œuvre du Conseil sénégalais des chargeurs pour un coût global de 220 millions de francs CFA. Monsieur le gouverneur, mesdames et messieurs, le siège que vous nous faites honneur d'inaugurer aujourd'hui est entièrement financé par le Conseil qui, en plus, l'a équipé en matériel et mobilier de bureau et en matériel informatique, ainsi que pour la bureautique et pour la bourse de frais pour un coût global de 220 millions CFA. Le Conseil sénégalais des chargeurs déroule un programme de construction et de modernisation des chambres de commerce pour les nouvelles régions qui n'en disposaient pas ou étaient très vétustes. En dotant les chambres de commerce régionales de sièges dignes de leur rang, le Conseil cherche à appuyer les chargeurs des régions et notamment de la région de Kaffrine en vue de leur permettre de disposer de cadres appropriés, non seulement pour discuter des affaires commerciales et des services de la région, mais surtout dans un accueil adéquat pour les investisseurs nationaux et étrangers qui s'intéressent potentiellement au document. Opérateurs économiques et industriels, tous se sont réjouis de cette réalisation du COSEC. Maodo Sarr, président de la Chambre de commerce, pose le problème des registres de commerce et réclame un tribunal régional pour la région de Kaffrine. Pèlerinage à la Mecque édition 2017. La délégation sénégalaise est arrivée sous une forte pluie, une situation qui ne s'est jamais présentée depuis une quinzaine d'années. Les pèlerins ont quand même tenu à rendre grâce à Dieu. C'est un reportage signé Ngonengom. Grâce à Dieu d'avoir vraiment visité le mausolée de Seydina Mohamed et puis d'avoir eu en même temps une pluie comme ça. Ça veut dire beaucoup de choses. Hein. On a vu des gens sous la pluie, les tonnerres et autres n'ont pas découragé. Personne n'a bougé, tout le monde est sous la pluie et sous les tonnerres. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est extraordinaire pour nous, Sénégalais. Extraordinaire. Et il est 2 h du matin passé. Il est aux environs de 2h15, 2h20 à peu près du matin. Et la mosquée est encore remplie, tout le monde est là, personne n'a bougé. Donc c'est extraordinaire. Et ça ne pleut pas souvent à Médine? Non, c'est assez rare. C'est un phénomène assez rare. Surtout une pluie diluvienne comme ça, c'est quand même un phénomène assez rare. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et nous rendons grâce à Dieu de nous avoir fait vivre cet instant. This is only beautiful. Maybe not coming. This is the rain. Maybe 15 years. 15 years? MashaAllah, yeah. 5? 15 years not coming the rain. MashaAllah, tabarakallah. Maybe you're coming in Senegal. This is Barakah in Medina. Et puis en sport, je vous le disais, en titre Afrobasket 2017, les Lionnes font une bonne entrée en la matière en dominant les Guinéennes sur le score de 105-39. Les protégés du coach Moustapha Gueye entament la compétition de la plus belle des manières. En attendant, leur second match, ce sera contre le Mozambique et ce sera samedi à 20h45. En attendant, retour sur le match Sénégal-Guinée avec Pape Faraning. Un match à sens unique. Les championnes d'Afrique étaient plus fortes que les Guinéennes dépassées par les événements. Dans cette rencontre, la meilleure marqueuse du match, Assou Traoré, a démarré en trombe. Un match facile pour faire tourner l'équipe et de bien démarrer la compétition afin de marquer les esprits. On est en début de tournoi et il faut être très prudent. Il faut respecter tous les adversaires et prendre match après match. Donc voilà la situation. Je pense qu'aujourd'hui, ce matin, les filles ont fait un assez bon match. Très sérieux. Très appliqué. Il fallait juste retrouver des sensations de compétition et on a fait tourner le banc, toutes les joueuses ont joué, toutes les joueuses sont senties concernées
C'est un match de compétition, peu importe, même si c'est la Guinée. C'est une belle équipe aussi, donc on les a pris au sérieux, donc voilà. Pour nous, c'est important parce qu'il y a les autres équipes qui suivent et voilà, le Sénégal est toujours attendu. Donc c'est très important de venir dès le début et d'avoir un punch. Donc voilà, l'essentiel pour nous, c'est ce qu'on fait. Et voilà, donc je pense qu'on a joué un match assez bon. Dominé lors des 4 cartons, l'équipe guinéenne accepte son impuissance devant le Sénégal. Elle compte s'améliorer au fil de la compétition. C'est une défaite qui rentre dans la logique des choses. Le Sénégal est champion en titre. C'est toute une culture basket et une structuration que nous visons à atteindre en tant que Guinéens, mais que pour l'instant on est loin du compte. On avait en face de nous un armada, comme on dit, comme je leur ai dit. En face de nous, c'était une machine de guerre. Donc une machine de guerre qui se prépare depuis longtemps. Donc par rapport à nous, on savait que ça allait être très compliqué. Après cette large victoire, l'équipe se projette déjà sur le Mozambique. Une autre paire de manches. Il faut faire tourner l'équipe. Et je pense qu'aujourd'hui, le banc a donné entière satisfaction. Donc c'est de bon augure. Mais le match est quand même du yomb. Parce que Mozambique, vraiment, équipe là, chaque compétition afro-basket, dina def ay preuves. Une bonne entrée en matière des Lions dans cette compétition où elles sont très attendues. En attendant, les champions d'Afrique devront confirmer devant le Mozambique ce samedi. À l'international, l'Espagne frappée par un double attentat à Barcelone et à Cambrils. 13 personnes ont été tuées, une centaine d'autres ont été blessées en plein cœur de Barcelone. Un mort est noté à Cambrils, une station balnéaire espagnole. À Barcelone, c'est une fourgonnette qui a percuté des passants jeudi sur la Rambla, une célèbre avenue touristique. À Cambrils, c'est une Audi qui a foncé dans la foule, percutant 6 civils et 1 policier. Une femme est décédée de ses blessures ce vendredi. Les 5 assaillants ont tous été abattus par la police qui a annoncé l'arrestation de 4 suspects, dont un espagnol et 3 marocains. Et puis, autre pays touché par le terrorisme, la Finlande, où 2 personnes ont été tuées et 6 autres ont été blessées après avoir été poignardées dans la ville de Turku. Une information des autorités judiciaires sur place. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité, excellent début de week-end, très bonne suite des programmes sur la télévision Futurs Médias. Je vous donne rendez-vous demain pour le journal de 20h. Très bonne soirée à toutes et à tous.